Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Merci de nous retrouver sur les antennes de For You, Média Africa, dans le cadre du programme Votre Avis Compte, un programme qui sera désormais diffusé uniquement les samedis pour le grand format donc, de cette émission entre 8h30 et 10h30 GMT. Bienvenue à toutes et à tous. Deux sujets sont d'actualité au cours de ce rendez-vous. Nous allons d'abord parler de la 62e session de la CEDEAO. Les chefs d'État et de gouvernement non, de cette conférence de l'Afrique de l'Ouest se sont retrouvés les 4 et 5 décembre 2022 du côté d'Abuja au Nigeria, la capitale fédérale de ce pays, afin d'évaluer notamment comment se porte la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Plusieurs sujets ont été mis à l'ordre du jour, notamment la transition du côté au Mali, au Burkina Faso et même en Guinée-Conakry. Mais nous interrogeons et nous faisons un arrêt sur la lutte contre le terrorisme. Les chefs d'État et de gouvernement donc, qui ont envisagé et décidé de pouvoir contribuer à hauteur d'1 milliard de dollars pour relancer donc la force sous-régionale de la lutte contre le terrorisme ainsi que la mise en œuvre du plan d'action de la CEDEAO 2020-2024. L'autre deuxième sujet au cours de ce rendez-vous va nous amener du côté de la République centrafricaine où également on n'est pas passé loin du terrorisme puisque l'accord politique pour la paix, bien sûr, signé le 6 février 2019, a eu son clou avec donc notamment mardi le 6 décembre dernier de 4 groupes armés qui ont pris la décision de manière résolue d'abandonner donc leur mouvement. C'était en présence du chef de l'État centrafricain, Faustin-Archange Touadéra. Nous allons également donc en parler au cours de cette émission pour voir quel serait donc certainement l'avenir, l'impact du côté de la République centrafricaine. Est-ce donc quelque chose à mettre à l'actif de la politique menée par le président Faustin-Archange Touadéra? Et pour en parler, nous avons bien sûr des invités avec nous au cours de cette émission que nous allons vous présenter juste derrière cette transition. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Et nous sommes avec Souleymane Hamzat, qui est consultant en problématique du terrorisme, spécialiste des questions de protection et de sécurité depuis la ville de Cotonou au Bénin. Bonjour monsieur et bon samedi. Bonjour cher frère Florent Ouaha. J'espère que les dieux de la technique seront au rendez-vous pour que nous puissions tenir dans les règles de cette émission. Bonjour à tous les techniciens. Vous me recevez? Allez-y, on vous suit 5 sur 5. Bonjour à toute la technique, n'est-ce pas, sans laquelle on ne serait plus au coin du groupe. Bonjour à la direction de For You Media, aux journalistes que vous êtes, et surtout à la galaxie patriotique. Bonjour l'Afrique. Souleymane Hamzat, on signale que votre caméra est éteinte, donc pendant que nous allons passer à la présentation des autres, vous prendrez le temps certainement de pouvoir l'allumer afin que vous soyez visible pour la galaxie patriotique panafricaine. Voilà. Ben, je vous reçois parfaitement, je vous vois. Certainement, c'est lié à des problèmes de connexion. Voilà, de toutes les façons, nous on vous reçoit 5 sur 5. Déjà, votre voix, elle est importante que nous puissions avoir ce que vous dites. Là, maintenant, c'est parfait. Je pense que la galaxie patriotique panafricaine vous distingue clairement. C'est pas comme si elle ne vous connaissait pas, mais il est toujours bon de pouvoir associer votre visage à la voix. Et l'autre invité, c'est bien sûr une toute première que nous puissions l'accueillir dans le cadre de ce programme Votre Avis Compte, mais ce n'est pas sa première sur les antennes de For You Média Africa. Il s'agit de Sir Talo Talo, depuis donc la Suisse panafricaniste. Elle est en ligne avec nous. Monsieur, bonjour. Talo Talo? Bonjour Monsieur Franck. Bonjour For You Media, le média qui porte la voix des sans-voix, que nous sommes des Africains.
Le média grâce auquel les Africains aujourd'hui découvrent la réalité, les mensonges dans lesquels on les a plongés depuis des siècles. Le média de l'avenir de l'Afrique. Merci infiniment pour ce travail déployé chaque jour. Bonjour au président de For You Media, bonjour à tous les auditeurs et bonjour aussi à tous les panélistes, y compris mon panéliste, M. Suleiman. Voilà, merci. On rappelle que vous êtes bien sûr panafricaniste, mais surtout également vous avez des gènes de la République centrafricaine qui coulent dans vos veines, même si peut-être à cause forcément des questions d'ordre peut-être professionnel, vous êtes retrouvé du côté de l'Hexagone. On espère avoir au cours de cette émission également aussi la présence de Moussa Zandiara depuis le Mali, vice-président du réseau des jeunes actifs, qui certainement va nous rejoindre au cours de cette émission. Mais monsieur, avant que nous prenions le premier axe qui concerne notamment la CEDEAO, je voudrais tout de même, avec votre concours et notamment celui de la technique principalement, de suivre ce reportage réalisé donc par Bala Inès de la rédaction centrale de For You Media Africa, qui revient quelque peu sur l'ensemble des résolutions prises par la conférence de chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, avant toutefois d'entrer dans la question du financement donc de la lutte contre le terrorisme. À tout de suite. Réunis en sommet à Abuja, les dirigeants des États d'Afrique de l'Ouest ont une fois de plus évoqué le cas des militaires ivoiriens détenus à Bamako, au Mali. Plus qu'un débat, ces derniers ont exigé du gouvernement de la transition malienne la libération de ces 46 soldats avant janvier 2023, peine de sanction. Nous continuerons à dialoguer avec les autorités maliennes pour la libération immédiate des 46 soldats détenus au Mali. Dans le cas où les soldats ne seraient pas libérés rapidement, les dirigeants se réservent le droit de prendre certaines mesures. Dans la même lancée, le président togolais Faure Gnassingbé se rendra au Mali pour exiger la libération des soldats, a ajouté le diplomate ouest-africain. Outre cette mesure, la CEDEAO a également mentionné d'autres sujets bien plus importants, notamment l'adoption d'un projet de création d'une force antiterroriste et anti-coup d'État et une aide à la transition au Burkina, à la vigilance au Mali et au dialogue inclusif en Guinée. Et notons que des responsables militaires de la région se réuniront donc dans la deuxième moitié de janvier, ceci pour discuter des modalités d'établissement de forces régionales. Les dirigeants ouest-africains ont décidé pour le financement de ne pas s'en remettre uniquement aux contributions volontaires qui ont déjà montré leurs limites. Ils se sont donc aussi penchés sur la situation politique au Mali, au Burkina Faso et en Guinée. La CEDEAO fait pression depuis des mois pour un retour aussi rapide que possible des civils à la tête de ces pays. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Voilà, juste pour ceux qui prennent le train en marche, vous êtes sur les antennes de For You Media Africa. Le programme est également diffusé en relais sur les antennes de For You Radio Africa ou de lundi à vendredi. Nous y sommes entre 8h30 et 9h30 GMT. Cette fois-ci, et le samedi, le grand format donc pour la partie télévisuelle entre 8h30 et 10h30 GMT. Suleiman Hamzat, nous ouvrons avec vous. On avait au cours de la semaine parlé du 62e sommet de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO du côté de For You Radio Africa. C'est dans le cas précis notamment de la situation avec les 46 militaires ivoiriens qui sont écroués et des annonces qui bien sûr qui étaient faites dans le cadre des résolutions. Mais il y avait un élément qui nous intéressait, c'était la lutte contre le terrorisme
où il avait été évoqué notamment de la création d'une force régionale pour lutter contre le terrorisme, mais également aussi contre le putsch. Les chefs d'État et de gouvernement donc décident de mobiliser $1 milliard afin de lutter contre le terrorisme, notamment dans la relance du fonds régional de la lutte de cette gangrène dans la partie du pays. Première observation. Écoutez, je constate que nos cris de cœur sont de plus en plus entendus par cette communauté-là et par le chef d'État. Je pense aussi que c'est une bonne initiative de créer une force antiterroriste. Je suis complètement opposé par contre à la création d'une force anti-putsch parce que les deux forces ne répondent pas aux mêmes déshydratats. Et enfin, je me pose d'innombrables questions sur ce qu'adviendrait, n'est-ce pas, du financement de cette force-là. Pourquoi? Une parmi tant d'autres questions est de savoir si la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, vous l'avez vu lors de ce sommet même, a décidé que la construction de son siège soit confiée à une nation comme la Chine, pendant que nous avons des ingénieurs, des points chaussés, infrastructures modernes dans nos pays, d'une part, et de deux, que le financement de construction de cette infrastructure-là, n'est-ce pas, vienne en même temps du même pays. Alors nous nous interrogeons sur l'incapacité de nos États à financer à hauteur de $1 milliard. $1 milliard environ aujourd'hui, une bagatelle de 600 et quelques milliards de francs CFA. Nous nous posons la question de savoir où est-ce qu'ils iront trouver ces sous. Déjà qu'ils n'arrivent même pas à bâtir une infrastructure dans laquelle eux-mêmes vont siéger. Ils ne voient surtout pas pour moi les solutions de trouver les $1 milliard, quitte à les mettre à la disposition de quel pays, comment cela va se gérer. Et je vous l'ai dit précédemment dans vos émissions, que créer, organiser et mettre en disponibilité opérationnelle une force requiert du temps, n'est-ce pas, de l'abnégation et surtout une méthode de formation plus pointue, sachant que la guerre qui sera livrée, c'est d'abord avant tout une guerre asymétrique en ce qui concerne la guerre contre le terrorisme, mais dans quel cadre vont-ils créer une force anti-putsch? Est-ce que les putsch se ressemblent? Les acteurs sont-ils les mêmes? Les pays sont-ils les mêmes? Les problèmes sont-ils les mêmes? Alors, vous voyez, il y a un tas de questions qui se posent, qui nous amènent à dire que la CEDEAO est certainement un peu dans le dilatoire. Pour votre observation. Talo, je vais venir vers vous à l'idée notamment que la CEDEAO, un peu comme la CEMAC pouvait penser à le faire, pense à créer justement une force régionale de lutte contre le terrorisme. L'initiative est certainement bonne, mais la mobilisation d'$1 milliard, à votre avis, comment pensez-vous que ces chefs d'État et de gouvernement peuvent arriver à pouvoir le faire quand parfois même certains ne parviennent pas à s'entendre, notamment sur certains points? Intéressante, très intéressante question. Déjà, avant même de parler de la construction du siège de la CEDEAO, comme vient de l'évoquer mon copanéliste Suleiman, où le financement vient d'un État et c'est le même État qui vient. Quand on parle de financement, on parle de prêt. C'est-à-dire que je vais dans la banque, parce que c'est ça, hein. Le chemin c'est quoi? Je vais dans la banque et je viens avec un projet et je dis que j'ai un projet et puis je demande un prêt. Et bien, ce prêt, c'est pas gratuit, je vais le rembourser. À partir du moment où je présente mon projet et que je dis que voilà, voici les moyens que je vais faire, j'ai à ma disposition pour payer, pour rembourser ce prêt-là, et que l'institution bancaire accepte, l'argent, ça devient mon argent, parce que je vais le rembourser. C'est-à-dire que c'est à moi d'en faire ce que ça dit, faire le projet, hein, pas en faire, c'est-à-dire autre chose, mais faire le projet. Mais en faisant le projet, c'est à moi de définir, de décider de qui doit faire le projet. Ce n'est pas à l'institution parce qu'elle a donné l'argent, elle a prêté l'argent parce qu'on fait du business, elle gagne là-dedans. C'est pas elle de pouvoir décider. Et ceci, je ne suis pas en train de parler que de la Chine. Je parle principalement des Occidentaux, hein, dont on a connu.
ils viennent là et nous imposent. Non seulement ils nous imposent parce qu'ils viennent pour faire du business. Parce que prêter de l'argent, c'est trouver des clients qui sont solvables. Quand ils nous prêtent, ils savent que nous pouvons leur rembourser. Et c'est tout ce qu'il s'agit de ça. Mais nous imposer leur société, c'est une autre chose. Maintenant, les chefs d'État se sont regroupés, de la CEDEAO se sont regroupés et ont parlé de pouvoir mettre en place une force antiterrorisme, une force anti-putsch. Je ne sais pas comment ça va être cette force anti-putsch là. Ensuite, et ils ont parlé d'autres choses aussi. Ils ont parlé aussi, ils ont donné un ultimatum au Mali de pouvoir libérer les 46 soldats maliens. Déjà, premièrement, les 46 soldats, nous avons vu ici, des démonstrations ont été faites que ces soldats ne s'étaient pas tous des Maliens, déjà, premièrement. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, c'est que, peut-être que je devais commencer par ça, le Mali, depuis maintenant, ça fait plusieurs mois, plus d'un mois, que le Mali dit avoir des preuves que la France, l'armée française, sous les ordres du chef de la junte française, qui est Macron, a violé son territoire, équipe les terroristes, arme les terroristes, et le Mali, avec insistance et répétition plusieurs fois à l'ONU, demande au Conseil de sécurité d'organiser une session extraordinaire, je me permets le terme, pour que le Mali puisse exposer les preuves inculpant la France. Moi, je m'attendais à ce que quand ces chefs d'État-là se regroupent là-bas, la première question qu'ils devaient discuter en disant, bon, ben, le Mali a dit qu'il a des preuves. Alors, nous devons venir, on est demandé, ainsi premièrement, auprès des Nations Unies pour dire que le Mali dit détenir des preuves par rapport au terrorisme qui secoue la région, par rapport au crime barbare, à la barbarie qui est en train d'effectuer la France dans notre région. Nous voulons savoir la vérité. Ou alors, s'ils ne veulent pas, ils ont peur de l'ONU, c'est-à-dire des gens, puisque l'ONU est dominé par les Occidentaux, qui commencent par dire, par exemple, que le Mali, mettez-nous à disposition, nous voulons voir ces preuves-là. Parce que la personne avec laquelle là, nous avons pensé à faire confiance là, si c'est vraiment elle qui est en train de tuer notre population, bah, il s'agit de la population, qu'on est en train de massacrer notre population africaine de l'Afrique de l'Ouest, ils devaient se regrouper pour dire, Mali, mettez à notre disposition ces preuves-là, et pour que nous sachions à qui danser. Mais je suis plus de constater que, au lieu de parler de ça, quelqu'un vous a dit, j'ai la preuve maintenant, vous parlez du terrorisme, vous voulez mobiliser des financements pour aller lutter contre le terrorisme. Votre frère, vos soeurs, frères vous disent, nous avons les preuves de qui fait ça. Au lieu de dire, nous voulons ces preuves-là pour lutter contre ces personnes-là, vous venez dire, nous venons maintenant pour pouvoir essayer de mettre en fond, récolter $1 milliard pour pouvoir lutter contre le terrorisme. Mais on a la preuve, vous allez lutter contre on a cette preuve. Alors, avant de parler de l'argent, d'accord, dites, voilà, on va maintenant identifier cette personne-là, vous avez les preuves maintenant, on va collecter les fonds pour lutter cette personne-là. On ne parle pas de ça. Et on va parler de force anti-putsch. On va donner un ultimatum en disant que le Mali a jusqu'au mois de janvier, sinon on va prendre des décisions contre. Mais quelle honte! Quelle désolation! Je ne sais pas, ça dit que je ne trouve pas. On peut avoir peur, ils peuvent avoir peur, d'accord. Mais je vous dis, je vous appelle, pour chef d'État, Macky Sall, celui de la Côte d'Ivoire, vous avez vu comment le public africain est éveillé maintenant? Qu'est-ce qui tient Assimi Goïta? C'est le peuple là-bas. Hein? Est-ce que Assimi Goïta est tué par les Occidentaux? Parce que le peuple est derrière eux. Et je sais que le peuple sénégalais, c'est un peuple éveillé. Il suffit juste que Macky Sall change de position radicale et défend l'Afrique, défend le peuple sénégalais. Le peuple sénégalais va se lever pour dire dehors l'armée française au Sénégal. Pareil en Côte d'Ivoire. Je ne comprends pas que vous pouvez vous rassembler au lieu de voir la question qui est là. Vous voulez lutter contre le terrorisme créé par les Occidentaux en détruisant la Libye. Au lieu de pouvoir lutter, parler de ce problème-là, de dire que les preuves sont là, nous voulons qu'on expose les preuves. Nous voulons maintenant, parce que nous avons maintenant la main, nous tenons cette personne-là. Mais vous dites autre chose. Et le financement, comme l'a dit le panéliste Suleiman, d'où est-ce qu'ils vont trouver les 1 milliard là? Si ce n'est pas l'Occident qui est derrière eux, puisqu'ils ne parlent pas des preuves contre la France,
Ça veut dire que la France leur a dit, dites ça, les Africains sont des cons, ils vont dire que vous allez amener l'argent, vous allez lutter contre parce que les coutistes, et ceci et cela, et ils vont vous croire que vous avez évolué. Vous pensez que ils pensent que les Africains sont... Ils se trompent, les Occidentaux. Parce que derrière eux, ce n'est pas eux qui parlent, c'est la France qui parle. Ce sont les Occidentaux qui sont à côté de la France qui parlent, ce n'est pas eux qui parlent. C'est le fruit de la manipulation. Ils sont dans cette manipulation-là. Et ils ne sont que les porte-voix, les porte-paroles de la diplomatie occidentale, en particulier de la diplomatie française qui parle. Et c'est de ça qu'il s'agit. Voilà donc, merci Talo Talo pour votre réaction. Souleymane Hamzat, on comprend clairement quand on a suivi sur Talo Talo son indignation. Pour lui, il n'y a pas lieu d'évoquer une certaine mobilisation de la lutte contre le terrorisme quand clairement, on ne parvient pas à prendre ses responsabilités pour jeter un regard sur la situation réelle du terrorisme qui est juste à côté, avec le cas notamment de la situation du Mali qui a bénéficié d'une certaine insurrection de la part notamment de la CEDEAO qui urge de ce côté-là que le Mali prenne des décisions. On ne peut pas parler de mobilisation de fonds pour lutter contre le terrorisme alors qu'on connaît déjà le véritable terroriste qui crée et sème la panique dans la sous-région. Avant de répondre à votre question, je voudrais préciser ici qu'il y a une très mauvaise connexion en ce moment du côté de Cotonou. Prions Dieu pour que les génies de la technologie et de la communication aussi soient à nos côtés. Ceci étant dit, je voudrais donner une carte blanche à mon frère et ami Talo Talo qui vous a dit combien de fois les chefs d'État africains, au lieu d'aller à l'essentiel, sont plutôt versés sur d'autres paramètres que nous ne voudrons pas énumérer ici, qui consiste, disons, si vous voulez, on va creuser l'abcès, qui consiste n'est-ce pas, à protéger leur pouvoir par rapport à la création de cette force anti-putsch. Mais ça fait combien d'années que nous parlons de questions liées, n'est-ce pas, à la création d'une force antiterroriste? Mais la force antiterroriste, pour nous, elle revêt deux aspects. Elle revêt l'aspect du développement, n'est-ce pas? Le professeur, si je peux l'appeler ainsi, ou le docteur Yann Timba, on a fait un éminent développement sur un plateau de télévision, à savoir que le projet, n'est-ce pas, la force de lutte antiterroriste, n'est-ce pas, n'est pas uniquement liée, n'est-ce pas, à l'achat d'armes, d'équipements, elle est aussi liée au problème de développement. Et j'ai eu à tenir une émission comme ça en 2013, pendant que le terrorisme venait de prendre place dans le Sahel, où je disais que les problèmes du terrorisme sont des problèmes de développement. J'ai même donné un exemple de savoir, en termes de recrutement du terrorisme, souffrait que celui qui, par exemple, a un doctorat, un master, n'est-ce pas, dans une filière bien déterminante, bien déterminée du moins, et ne trouve pas du boulot, souffrait que celui qui m'invite au coin de la rue, là, en lui proposant quelques billets pour des actes terroristes, souffrait que celui-là, par faiblesse, se laisse embarquer dans cette aventure. Vous voyez combien de fois les problèmes d'insécurité, du terrorisme sont liés aux problèmes de développement. D'autre part, dans le cadre de la création d'une force militaire, je précise bien la militaire, c'est pas une force de développement antiterroriste, mais il faut du temps pour organiser tout ça. J'ai expliqué combien de fois il était délicat de se jeter dans une telle, j'appelle ça une aventure pour moi, parce qu'il faudra nommément préciser, n'est-ce pas, les tenants et aboutissants de la création de cette force. N'oubliez pas qu'il a été jeté à la face du monde, n'est-ce pas, cette proposition-là de créer cette force-là. Et c'était lors du passage d'ailleurs du président Macron, n'oubliez pas, en Guinée-Bissau, lequel président de la Guinée-Bissau, en l'occurrence, M. Ambalo, avait été lui-même frappé par une tentative de coup d'État. Donc, au fait, ils sont en train de se mettre un parapluie dessus pour ne pas sombrer. Et d'autre part,
il faudrait s'interroger aussi sur le financement. Comme il a dit mon frère Talo, ben, souffrait quand même que des gens qui sont en incapacité de construire une infrastructure décident d'aller chercher $1 milliard. $1 milliard, c'est pas de la cacahuète quand même. Même s'ils sont des États réunis, sans oublier qu'ils ont la capacité en interne de financer cela. Et vous n'oubliez pas, cher frère Florent Ouattara, que nous avons tenu plusieurs émissions sur l'autofinancement du G5 Sahel, qui fait partie aussi qui faisait partie, n'est-ce pas, aussi des forces antiterroristes, pour lesquelles d'ailleurs le maréchal du Tchad s'est plusieurs fois plaint de n'avoir reçu aucun COPEC. Malgré toutes les initiatives, les sommets de Paris pour réunir les fonds, etc., celui tenu à Bamako, celui tenu du côté du Ghana, tout ça là dans le cadre du financement, et qui n'ont abouti à rien du tout. Le Tchad a perdu des hommes, le Tchad a perdu de l'argent. Et le même scénario va se répéter là, au fond, au sein de la CEDEAO. Ils sont en train de réactiver, ma foi, un G5 ou un G6, je ne sais pas, un G14 Sahel 10, dans lequel ils veulent inclure tout le monde. Mais tenez-vous tranquille, le Mali est réveillé et fera face à toute éventualité. Si tel est que une action militaire se décide. Mais si ce n'est pas le cas, et que ce n'est que les sanctions, ben écoutez, les Maliens sont déjà vaccinés, ils sortent déjà d'une sanction. Des sanctions, il n'y aura pas de sanctions pires que celles qu'elles ont connues là, que ce pays-là a connu, que la République du Mali a connu, que les Maliens ont connu, dans des conditions totalement calamiteuses. Et n'oubliez pas, lors de cette sanction, ben, le Mali nous a prouvé, n'est-ce pas, combien de fois, du point de vue du financement et de la gestion interne des affaires de l'État, eh ben, on pouvait non seulement nous baser sur nos propres forces, mais faire en sorte que nos États soient des États respectés. Les salaires ont été payés à date. Pour ce qui est de l'équipement, de la formation et de la mise en capacité opérationnelle, n'est-ce pas, des forces, il faut noter que le Mali a même doublé le salaire, n'est-ce pas, des militaires, a permis d'acquérir du matériel aérien, n'est-ce pas, des avions de frappe avec de haute précision, des aéronefs, du transport de troupes aériennes, etc., etc. Donc, c'est pour dire à quel point, n'est-ce pas, j'aborde le même sens que mon co-débatteur pour vous dire que la CEDEAO, non seulement elle est complètement hors plaque, mais elle se laisse dicter sa loi, et c'est normal. La main qui donne commande. Et si tel est le cas, et si ce refus-là doit se faire, il va falloir que nous pensions à un financement endogène, mais en précisant aux populations, d'ailleurs, qui ont été mises sous la touche à travers nos parlements, parce que aucun de nos parlements n'a été concerté sur cette affaire, il faille concerter désormais nos parlements pour savoir quelles sont les dispositions nationales qui ont été prises dans le cadre de l'antiterrorisme avant d'aller vers un consensus régional. Je pense que la CEDEAO place la charrue avant les bœufs. Ils sont complètement dans le dilatoire, encore moins ils ne savent pas comment réellement créer cette force. Auquel cas, ben, ils réveilleront des ténèbres, des vieux démons des coups d'État et des actes crapuleux. Pour finir, je vous rappelle ici d'ailleurs que dans le Sahel, il y a de cela, je crois, 1 ou 2 semaines, s'est réuni plus au-delà de 10 000 hommes. N'est-ce pas, venant de toute horizon. On ne sait pas d'où viennent, ils étaient en voiture, d'autres des avions. Ils ont atterri dans le désert là et on a appris au fait qu'il se créait un autre califat, n'est-ce pas, ou un renforcement, n'est-ce pas, des capacités matérielles et militaires, et même en termes d'effectifs du groupe islamique au Grand Sahara. Donc il va falloir que les Maliens aient l'œil ouvert, et surtout que la CEDEAO qui ne prend jamais de communiquer par rapport à ces gens de propos, de problèmes, n'est-ce pas, puisse avoir un droit de regard sur ce qui se passe dans le désert là, au lieu d'aller s'attaquer au Mali et à chercher à lui mettre des sanctions dessus. Je pense qu'il y a une main derrière, une télécommande qui dirige tout ça, et il va falloir le mettre en œuvre. On sait qui finance le terrorisme, qu'il soit donné la chance aux Maliens d'expliquer à Mondovision et d'apporter les preuves de leurs allégations.
auquel cas la CEDEAO sera complice, n'est-ce pas, des déconvenus qui en découleraient. Talo, nous venons vers vous. Et quand on parle, vous avez évoqué au départ, notamment lors de votre propos liminaire, que vous ne comprenez pas où est-ce que cette CEDEAO est en train de partir. Et si on s'en tient à ce que Souleymane Hamzat a dit tout à l'heure, cette CEDEAO qui n'est que dans du dilatoire, pensez-vous clairement que cette CEDEAO manque d'objectivité réelle, de réelles propositions pour lutter contre le terrorisme qui menace justement la zone et qu'elle se comporte comme quelqu'un à tête chercheuse? Je pense que loin même de parler d'objectivité, c'est que la CEDEAO ne sait pas ce qu'elle est en train de faire. La CEDEAO n'est pas en train d'agir par elle-même. La CEDEAO est en train d'agir sous les ordres des Occidentaux. La CEDEAO est en train d'agir sous la peur des Occidentaux. C'est-à-dire que à chaque fois qu'ils doivent poser quelque chose, même si l'Occident ne leur demande pas, ce qui tourne dans leur tête, c'est de savoir qu'est-ce que l'Occident va penser de ce que nous allons faire. C'est-à-dire que l'Occident n'a plus besoin d'intervenir pour leur dire. Ils doivent se débrouiller eux-mêmes de façon à dire des choses qui vont aller dans le sens de l'Occidentaux. Vous vous souvenez d'une scène entre le président de la Côte d'Ivoire actuelle et l'ancien président de la Guinée Conakry lors d'un sommet où le président, son nom comme Alpha, comment il s'appelle, Alpha Condé. Comment il s'appelle déjà? Alpha Condé. Alpha Condé disait ceci, il avait pris son courage de pouvoir dénoncer une partie du terrorisme français. Et le président Ouattara lui dit, fais attention, on est en train de t'écouter. Ils sont en train de t'écouter. Vous voyez? En fait, on est dans cet état d'esprit-là. C'est-à-dire que le président Macron ou le président des États-Unis n'ont pas besoin de venir leur dire. C'est bien sûr qu'ils leur disent aussi. Mais ils avaient été déjà préconditionnés, préparés mentalement à pouvoir agir en fonction des intérêts de leur maître. C'est pour cela qu'ils ne peuvent pas parler de la question comment on appelle là, de la question que le Mali a soulevée en disant que je détiens les preuves des terroristes. Vous voulez combattre les terroristes, vous voulez mobiliser les fonds. La première chose est de dire que notre pays frère, hein, le grand royaume du Mali, ils ont dit qu'ils ont les preuves, alors le Mali, venez-nous avec ces preuves-là. Puisque l'ONU, contrôlée par les Occidentaux, ne veut pas voir ces preuves-là, venez-nous, et nous, on va mobiliser ces fonds-là pour pouvoir lutter contre ces personnes-là, ce groupe d'individus-là. C'est ça qui devait être dit, la logique devait être ça. Mais Souleymane a soulevé un point important où il a rappelé ce que le docteur Yam, que je salue en passant, nous sommes croisés à Bangui lors du sommet sur comment on appelle la réunion sur le Bitcoin. Alors, il a dit ceci, il a dit que il ne s'agit pas le problème de l'Afrique, ce n'est pas seulement d'acheter les armes, il y a aussi le développement, qui sont des points très importants. Mais moi j'ajoute une chose, que je dirais même qu'il devait être placé au sommet, c'est la désaliénation du peuple noir. Je donne un exemple avant de pouvoir continuer. Vous voyez, quand les Occidentaux se sont pris en otage, où ils ont le mal d'être pris en otage, où ils s'arrangent avec les terroristes qui prennent en otage pour pouvoir aller attaquer un pays. Quand leur otage dure quelques mois, je ne dirais même pas années, quelques mois entre les mains des preneurs d'otages, et que par des moyens, voire des moyens, ils arrivent à les libérer. La première des choses à faire, c'est quoi? Ils envoient des psychologues dans même les pays où, à côté des pays où leurs citoyens ont été tenus en otage, pour venir déjà essayer de désaliéner, parce que ces gens qui ont été pris en otage, parce que pendant ce temps-là, ils ont reçu un lavage de mémoire, lavage de cerveau, pendant ce temps-là, et qui peut les retourner contre leur propre pays européen, pays occidentaux. On vient auprès d'eux pour pouvoir faire ce travail-là. Hein, et ce qui est normal. Mais nous, les Noirs, depuis combien de temps nous sommes otages des Occidentaux? Plusieurs siècles. Plus de 400 ans. Si on ne parle que déjà de l'esclavage des Occidentaux.
Mais si on ajoute l'esclavage des Arabes, ça fait plus de siècles. Si je ne dirais pas plus de millénaires maintenant, 800 ans, hein, quelque chose comme ça. Est-ce que depuis là qu'on a parlé des pseudo-indépendances, est-ce qu'il y a-t-il eu un travail de psychologues? Je ne dis pas des psychologues d'entre nous formés par les Occidentaux, des psychologues panafricains qu'on a maintenant, qui ont essayé de prendre seulement un petit groupe d'Africains pour pouvoir les désaliéner. C'est-à-dire que faire un lavage de la mémoire de tout ce qu'on nous a mis de mauvais dans la tête pour nous libérer. Parce que la première libération, ce n'est pas la libération ni militaire, ni la libération économique. La première des libérations, c'est la libération mentale. Tant que tu n'es pas libéré mentalement, tu ne penses pas de toi-même, tu n'agis pas pour toi-même. Tu peux avoir toutes les richesses du monde, tous les gratte-ciels du monde, tout l'or du monde, mais c'est tout ce que tu as là, ça ne va pas t'appartenir parce que celui qui te contrôle mentalement, à un moment donné, il peut t'amener à détruire toi-même. Et c'est ce qui se passe avec les terroristes. Vous voyez ces terroristes-là, c'est qui? Partout en Afrique, et là nous sommes en train de parler du Sahel. Mais ces terroristes, le plus souvent, c'est des Noirs comme nous. Comment est-ce qu'un homme normal qui a sa tête peut se lever un matin, prendre une arme et aller tuer son propre frère, sa sœur, violer des bébés sans enfants, violer sa mère, décapiter son père, détruire le peu d'infrastructures qu'il a pour lui dans son pays? Est-ce que sa tête est normale? Est-ce qu'il peut accepter qu'un occidental, un Français, vienne lui dire « Tiens, je t'arme, je te donne ça, maintenant tu as un salaire, un petit salaire, va tuer, va mettre le feu » et utilise le terme comme quoi tu veux installer comment on appelle là, c'est l'islam, il n'y a pas d'islam alors que c'est des pays déjà islamisés. Est-ce que vous pensez, c'est la première question que nous avons posée. Au-delà de dire que voilà, bon, il y a un problème de développement, sous-développement, tout ça, ce n'est que les conséquences de l'esclavage mental. C'est-à-dire qu'on nous a déjà détruit psychologiquement de façon à ce que, on arrive à cette situation où même ceux qui gouvernent ne font rien pour pouvoir développer les pays, développer les régions, développer les villages. Tout le monde est dans cette emprise-là, est victime de cette destruction-là. Donc, le premier travail qui doit être fait, c'est le travail de rendre la mémoire des Africains, des Noirs aux Noirs. Et ceci partout, non seulement sur le continent, mais aussi dans le monde. Voilà, Suleiman Namzat, au moment où nous tentons tellement de pouvoir trouver des solutions, parce que, faut le dire, dans une dizaine de minutes, on va prendre l'autre sujet qui nous concerne au cours de ce rendez-vous. Vous avez évoqué les questions endogènes, les financements endogènes, peut-être comme voie de solution pour tenter de mobiliser, par exemple, le milliard de francs. Mais avant, toutefois, d'y arriver, il y a quand même il y a quelques mois, toujours du côté de l'Afrique de l'Ouest, il y a eu ce qu'on a appelé l'initiative d'Accra, une rencontre avec 7 pays autour du Sahel. Le Mali, bien sûr, a répondu aux abonnés absents, certainement pas d'accord de la manière dont l'affaire s'est déroulée. Convoqué donc certainement par le président Nana Akufo-Addo du côté du Ghana. Est-ce que l'on ne pouvait pas arriver à une phase où prendre une initiative comme celle d'Accra qui vise à lutter contre le terrorisme et puis que celle-ci soit un partenaire stratégique, par exemple, pour la CEDEAO, afin de pouvoir mener cette lutte contre le terrorisme? Écoutez, dans ce cas, nous pouvons appeler l'initiative d'Accra. Il était question déjà de la transmission du pouvoir, de la passation du pouvoir entre l'ancien président qui dirigeait, n'est-ce pas, la communauté, et, n'est-ce pas, et celle qui devait succéder. Et n'oubliez pas que c'était le Mali qui devait succéder à cet État-là. Mais pour des raisons qui leur sont propres. Et sur injonction de ce que nous savons, la France, qui est restée derrière à ce que non seulement au niveau du G5 Sahel, les pouvoirs ne soient pas transmis au Mali, et encore moins que la communauté lui soit remise en main. Quelle était leur crainte? Dieu seul sait. Mais sachez une chose, c'est que ces différents sommets
qui en réalité devait s'ériger en sommet de recherche de moyens financiers ou, n'est-ce pas, la lutte contre le terrorisme, ont vite fait de s'installer, de devenir des sommets, n'est-ce pas, pour infliger des sanctions, n'est-ce pas, à l'État malien. Malheureusement, on s'est rendu aussi compte que ces sanctions n'ont pas eu de résultats probants, n'est-ce pas, en ce sens-là que les pays qui ont institué ces sanctions-là se sont vus eux-mêmes déjà frappés par ces sanctions. Je vais vous en prendre trois si vous voulez. Le premier c'était la Côte d'Ivoire, d'ailleurs qui a eu de sérieux problèmes au point où les transporteurs ivoiriens qui avaient beaucoup plus de facilité avec leurs frères maliens dans le cadre des échanges, n'est-ce pas, aller au Mali, ont vu les frontières fermées et ils sont tombés dans les rues pour revendiquer. Vous allez du côté du Sénégal, c'était les populations elles-mêmes qui ont levé les barrières, n'est-ce pas, des frontières pendant un moment avant que la police ne vienne les rétablir. Vous avez du côté du Ghana, c'était les syndicats, n'est-ce pas, au niveau du commerce, des échanges, des transports terrestres et autres là, qui sont entrés en grève. Vous pouvez combien de fois les sanctions, pour vous dire à combien de fois cette sanction-là ne tenait pas. Ces sanctions ne tenaient pas du point de vue non seulement politique, juridique et même de sa mise en œuvre. Je viens de vous parler de la mise en œuvre, mais pour ce qui est de ces sanctions, si vous voulez, prises contre le Mali, dans lequel la CEDEAO s'en fait à réitérer, n'est-ce pas, en impulsant, n'est-ce pas, le fait, cette dynamique-là de libération de ces 41 soldats, que nous savons tous aujourd'hui, ne sont pas ivoiriens. Il y a d'autres qui sont de la Légion étrangère française, il y en a qui sont des Ghanéens, d'autres qui sont des Sierra-Léonais, des Libériens, etc., etc. Ça vous dit à quel point la CEDEAO refuse d'aller dans le sens, n'est-ce pas, opérationnel, n'est-ce pas, des directives qu'elle-même s'est données. Et enfin, mais, allons retourner du côté des sanctions pour encore aller voir que aucun texte de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, n'est-ce pas, n'accepte qu'il soit infligé non seulement des sanctions économiques, puisque aucun texte ne le prévoit, ni juridiquement, ni politiquement, ne prévoit qu'on mette sous embargo économique, n'est-ce pas, un État, bloquer ses finances au niveau de la BCEAO et l'empêcher même d'aller jusqu'au paiement de ses fonctionnaires. Cela a duré 6 bons mois. Le Mali a tenu debout, a payé à date, n'est-ce pas, ses dettes aussi bien intérieures qu'extérieures, les salaires, etc., et a fait fonctionner l'appareil de l'État. Mais au fait aussi, il faut aller dans le cadre maintenant de la prise de décisions juridiques. Pour voir que nos présidents ne connaissent pas les textes qui régissent la CEDEAO. S'ils connaissaient les textes, n'est-ce pas, quel qu'en soit le pouvoir du pharaonique, n'est-ce pas, président de la Côte d'Ivoire, celui-là qui se fait passer pour l'empereur de la sous-région, ben écoutez, ses pairs auraient dû lui dire, monsieur le président, avec tout le respect que nous devons, les textes qui régissent notre communauté, n'est-ce pas, n'acceptent qu'une sanction, soit-elle économique ou, n'est-ce pas, géopolitique, soit exercée sur un pays enclavé comme le Mali. Ils le savent. S'ils connaissent les textes, pourquoi mettre-ils en application ce genre de choses? Vous voyez, non seulement on crée des problèmes économiques à la communauté, mais on demande en même temps à cette même communauté d'aller chercher $1 milliard pour créer une force, soit-elle anti-putsch ou anti-terroriste. On ne comprend pas, n'est-ce pas, ce méli-mélo, ce yono auquel jouent nos chefs d'État. Hein, en tout cas pour certains, il y en a d'autres qui sont carrément, dont le calendrier n'est pas du tout, n'est-ce pas, mis en adéquation avec ceci. Et je voudrais pour chuter, d'ailleurs, vous rappelez, ici, rappeler à nos téléspectatrices et téléspectateurs, qu'il y a eu une commission qui est partie de chefs d'État, dont le président ghanéen Nana Akufo-Addo, je pense celui de la Sierra Leone, y compris celui de la Guinée, n'est-ce pas, Bissau, qui s'est rendu au Mali, je pense, si j'ai bonne mémoire, n'est-ce pas, dans le cadre de la libération de ces 46 mercenaires dont on parle. Mais vous les avez vus à la sortie
cette visite est parti la queue entre les jambes. Aucune déclaration. Chacun est parti de son côté après avoir écouté et entendu les autorités maliennes. Sans commentaire. Sans commentaire aucun. Il n'y a pas eu un commentaire. Aucun commentaire n'a fusé. Donc, ça vous dit à quel point ces gens-là ne savent vraiment pas ce qu'ils veulent. Ils sont sous un dictat, ils sont sous je sais pas, une pression qui vient, nous le savons, de l'Occident. Et je voudrais là chuter en vous disant, nous ne commençons pas à donner un blanc-seing au Mali pour dire que ceux qui, n'est-ce pas, financent et animent le terrorisme, c'est la France. Souvenez-vous que j'ai souvent décrié ici le fait que, n'est-ce pas, nos présidents ne prennent aucune disposition par rapport à nos frontières. Et vous voyez que, à la sortie du dernier sommet de la CEDEAO, le président Bouhari disait à Mondovision que les armes ont parti de l'Ukraine, dont j'ai souvent décrié ici la trajectoire, comment ça atterrit au nord du Nigeria. Alors, inquiétons-nous sur la suite à donner par rapport à cette manière de voir, cette manière d'être resté latent pendant un moment et de maintenant venir réagir quand il s'avère qu'ils ont aujourd'hui des preuves. Pendant que nous étions en train de parler, que faisait-il? Quand on était en train de manière répétitive et pédagogique en train de leur dire attention, Zelensky se plaint, n'est-ce pas, de ce que les armes données à l'Ukraine en totalité ne venaient pas à l'Ukraine. Et voilà, il y a un grand rassemblement du côté du Sahel, n'est-ce pas? Une force qui est en résurgence. Il y a du matériel qu'on constate de plus en plus en qualité et en quantité du côté du nord du Nigeria. Ben, écoutez, si aujourd'hui on a fait appel à la création de ces deux forces-là, anti-putsch et anti-terroriste, c'est à croire que le mode de financement et l'armement est déjà mis sur pied. Ils les ont déjà et ils n'attendent que le moment venu pour passer à l'action. Question de savoir, sommes-nous prêts à parler éventuellement une deuxième fois dans le cadre de cette lutte antiterroriste? Pour certains pays comme le Mali, oui. La Guinée, certainement. Le Burkina Faso, encore moins. Merci à vous, Souleymane Hamzat. On viendra peut-être pour un mot de fin sur ce sujet. Talo. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire comme solution, clairement, pour lutter contre ce terrorisme? Si, avec ce milliard de francs CFA, vous avez estimé que ce n'était pas ça le réel problème, à votre avis, qu'est-ce qu'il y a donc lieu de faire si cette initiative, forcément, ne tient pas la route? Je pense que, premièrement, j'aimerais compléter ce que dire l'excellent, brillant développement qu'a fait Souleymane. Sur les sanctions, il a tout dit. Seulement, je voulais ajouter que les sanctions ont eu un côté positif et négatif. Côté négatif, c'est qu'ils ont beaucoup joué sur notre population africaine dans d'autres pays, un peu moins sur le Mali. Ils ont pesé sur le Sénégal, sur la Côte d'Ivoire, sur le Ghana, sur les pays qui sont même un peu plus loin, parce que il faut évaluer, même si les échanges entre les pays africains ne sont pas élevés, je dirais que ça a aussi atteint les pays même au centre, même à l'est de l'Afrique. Le côté positif, c'est quoi? Le côté positif, c'est que cette sanction permet au Mali de renforcer son indépendance. Ça, il faut le dire. Ils ont poussé la CEDEAO, la France et les Occidentaux ont poussé la CEDEAO à prendre des sanctions qu'ils n'avaient pas le droit, conformément au texte de la CEDEAO, de prendre contre un pays de la CEDEAO. Mais grâce à ces sanctions, le Mali a pu mesurer sa résilience, sa capacité de résistance. Le Mali, comme l'a dit Souleymane, a pu résister à payer pendant toute la période des sanctions, à honorer à ses engagements financiers, etc., etc. Le Mali a pu aussi découvert et mis en évidence et renforcer sa coopération sur le plan international avec des pays amis tels que la Russie et bien d'autres. La Chine, même si on n'en parle pas beaucoup,
même la RCA aussi, si on n'en parle pas beaucoup, a pu renforcer sa coopération avec ces pays-là, qui sont les pays vraiment qui ont la même vision que le Mali. Le Mali a pu mettre fin, par exemple, à des médias mensonges, tels que les médias occidentaux, RFI, France 24, je pense. Il a mis fin à ça. Le Mali a pu expulser, mettre fin à la coopération, je dis coopération, à ce vol, ces contrats imposés avec le fusil sur la tête de nos ancêtres au Mali pour dire signer les accords 11. Donc, les sanctions ont permis au Mali de sortir encore plus fort, parce que imaginez s'il n'y avait pas les sanctions. Le Mali allait peut-être, imaginez si la chef d'État n'avait pas pris ces sanctions-là sous l'influence des Occidentaux. Le Mali avait commencé peut-être à dire, bon ben, et peut-être qu'on ne serait pas là aujourd'hui. Peut-être qu'ils auront déjà détruit, tué. Donc les sanctions, oui. Les sanctions, oui. Mais les sanctions aussi nous ont permis de pouvoir nous éveiller davantage au Mali. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour renforcer tout ça? Je disais tantôt que, oui, il y a ce que le docteur Yam et aussi Suleiman ont soulevé en disant, ben voilà, il n'y a pas que les armes qu'il faut acheter, mais il y a aussi le développement. Mais surtout, il faut mettre en place dans ces pays tels que le Mali et les autres, on parlera de la RCA dans quelques minutes, le Burkina, la Guinée-Conakry. Il faut revoir de bout en bout le programme scolaire. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut africaniser ou afro-centrer l'éducation dans ces pays-là qui sont en train de se libérer. Ça, c'est par là que nous devons commencer. Parce que l'Occidentaux nous tient, je le répète encore, je vais me répéter 1000 fois, parce qu'il nous a mis en tête sa manière de voir le monde. Donc nous ne sommes plus nous. C'est pour cela que vous voyez les Ouattara, si on réfléchit profondément, c'est pas la faute de Ouattara ni de Macky Sall. C'est que nous tous, on nous a détruits mentalement et certains d'entre nous essaient de s'en sortir. Nous tous, nous sommes des dépendants mentaux à des degrés variés. Des gens comme Ouattara en sont beaucoup plus. Et la personne qu'on doit accuser, les personnes qu'on doit accuser, ce sont les Occidentaux qui l'ont détruit, ils l'ont détruit mentalement. Ils ont détruit Macky Sall, ils ont détruit plein d'autres et beaucoup d'Africains. Je dirais même, au jour d'aujourd'hui, plus de 80% des Africains, même si on commence à se réveiller, restent dans la dépendance mentale des Occidentaux. Donc, commençons premièrement, c'est un appel à ces présidents de ces pays-là, hein, au Mali, au Burkina Faso, au Guinée-Conakry, et on va parler de la RCA, de revoir, et à partir de l'année prochaine, il faut un programme afro-centré avec l'éducation, tout par rapport à nous. Quand on parle des mathématiques, on ne va plus citer le théorème de Pythagore, mais le théorème de Lamessou qui avait inventé. Et même qui Lamessou a dit, c'est pas lui qui a inventé, mais ça venait des gens, de nos ancêtres, plus loin, plusieurs milliers d'années avant lui. Ces choses ne sont pas des choses à négliger. Il faut que la suspension des médias occidentaux se transforme en interdiction définitive de ces médias occidentaux, comme la Chine le fait chez elle. La Chine protège sa culture. Ce ne sont pas des censures, parce que la Chine a eu la profondeur de réflexion de l'occidental et de ce que c'est que comment on peut détruire une culture, un peuple. C'est pour cela que la Chine isole son réseau. Les Occidentaux en font pareil. Ils isolent leur réseau. Kémy Séba, il y a quelques années, quand il était en France, a tenté, quand il s'est rendu compte que les enfants noirs qui sont nés en France, on ne leur apprend rien sur eux. Kémy Séba a tenté de les regrouper pour pouvoir leur enseigner une petite partie de leur histoire. Vous savez ce qui s'est passé? La France a dit niet, hors de question. Tous les panélistes et aussi ceux qui sont en France, les leaders là, Egoudi Béanzé, comment on appelle, l'homme du métro, même tous ceux qui professent, comme Nathalie Yam, tous ceux qui professent, qui éveillent le peuple, ont fait l'objet de sanctions de la part des Occidentaux. Est-ce que ça ne nous dit pas quelque chose que c'est par là qu'ils nous tiennent parce qu'ils contrôlent notre tête? Ce n'est pas la présence de leur armée chez nous, parce que si vous êtes libérés mentalement comme nous sommes là aujourd'hui, est-ce que nous avons peur de mourir? Ils peuvent nous tuer, mais nous avons dépassé le cadre de la mort, parce que nous sommes libres mentalement. C'est pour ça que nous sommes en train de parler ici sur cette chaîne-là. Pensez à conclure. Si on ne serait pas là.
Talot, pensez à conclure, parce qu'on a également le sujet sur la RCA, s'il vous plaît. Donc, voilà, donc ce que je disais, c'est qu'il faut revoir dès l'année prochaine, tant qu'ils sont là au pouvoir, là, il faut qu'ils entament les choses les plus importantes. Hein. Revoir l'éducation, enseigner aux Africains l'histoire des Africains. Et tout centré sur les Africains. Merci. Merci également à vous. Suleiman, un mot à ajouter à ce que Talot vient de dire en une minute? À 400% d'accord avec lui, dans le cadre de l'éducation. C'est l'éducation qui fait de vous le reflet que vous êtes dans la société. Si vous avez mangé, bu, n'est-ce pas, vous êtes coagulé occidental, mais souffrez que vous ne ramenez chez nous que des théories qui vous ont été enseignées et vendues par l'Occident. Alors, il faille un retour à l'authenticité, je l'ai souvent dit, culturelle, économique et politique. Il faut penser par nous-mêmes, réfléchir par nous-mêmes, faire pour nous-mêmes, en fonction, n'est-ce pas, de nos réalités, n'est-ce pas, nationales. Et surtout, éviter de verser dans n'est-ce pas, des sommets à tout va, où on se balade, on invente des idées, on se retrouve autour en réalité, c'est pour atteindre d'autres objectifs. Il faut décomplexer la masse, revoir les mentalités et surtout se donner une ligne directionnelle qui soit ferme dans le cadre de théologie panafricaniste que nous préférons depuis un certain temps. Voilà, merci à vous. Voilà, monsieur, le temps de prendre une légère transition et nous venons parler de l'actualité sur la République centrafricaine. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Merci de nous retrouver à nouveau sur les antennes de For You Media Africa dans le cadre du grand format de Votre avis compte, la deuxième thématique qui nous concerne donc intitulée Accord politique pour la paix et la réconciliation en RCA. 4 groupes armés dissolvent leur mouvement. Peut-on parler d'une victoire de Touadéra? Monsieur, avant que nous y allions, permettez-nous de pouvoir prendre cet autre élément que nous propose la technique pour faire le point sur cette actualité. C'est certainement une nouvelle page de l'histoire qui vient de s'ouvrir en République centrafricaine, notamment dans le cadre de l'instauration d'un climat de paix et de stabilité dans ce pays. En effet, 4 groupes armés ont réaffirmé leur attachement à la patrie en donnant leur avis favorable le mardi 6 décembre 2022 en présence du chef de l'État centrafricain, le professeur Faustin Archange Touadéra, à la mise en œuvre de l'accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine, APPR-RCA. Il s'agit notamment du Rassemblement patriotique pour le renouveau de la Centrafrique, RPRC, de Gautran Deno Abba, du Mouvement des libérateurs centrafricains pour la justice, MLCJ, de Toumoudéa, de l'Union des forces républicaines fondamentales, UFRF, de Askin Zengue et de l'Union des forces républicaines. Signé le 6 février 2019 à Bangui, la PPR-RCA prévoit la dissolution intégrale des groupes armés comme étape finale du long processus enclenché depuis la mise en œuvre du DDRR. Un acte fort qu'a salué Faustin Archange Touadéra, qui a d'ailleurs relevé que l'acte courageux et patriotique que vient de poser ce 6 décembre 2022 ses compatriotes en déclarant formellement la dissolution intégrale de leurs groupes respectifs constitue, une fois de plus, la preuve de leur attachement à l'APPR-RCA afin de répondre aux attentes des filles et fils de la nation centrafricaine qui n'aspirent qu'à la paix et à la sécurité, facteur déterminant et nécessaire du développement de la RCA. Le chef de l'État poursuit en soulignant que tous les autres groupes armés doivent être conscients que c'est la seule voie à prendre pour reprendre pleinement et avec sérénité leur place au sein du pays de l'unité, de la dignité et du travail. Le père de la nation centrafricaine n'a pas manqué de renouveler son invite aux autres leaders des groupes armés d'emboîter le pas à ces premiers groupes dissous qu'il félicite afin de s'inscrire durablement dans la logique de la République. Située au cœur de la sous-région Afrique centrale, la République centrafricaine est en proie à des crises sécuritaires et des luttes fratricides de pouvoir, mais également sous instigation des forces impérialistes depuis des dizaines d'années, lesquelles ont freiné son élan vers l'émergence. Un chantier périlleux et difficile dont a eu le courage
le président centrafricain, professeur Faustin Archange Touadéra, de pouvoir mener afin que la paix et la stabilité règnent en RCA. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Talo, nous ouvrons avec vous votre sentiment. Quelle est justement cette impression que vous avez, ce sentiment-là qui vous en est? Reste toujours dans un état d'extrême pauvreté, d'extrême précarité, trouble. Parce que si le cœur, le centre se stabilise, eh bien, par effet d'onde, de propagation, ça va se propager partout en Afrique. Donc il faut, même si le Nigeria est la première puissance, mais vu la position du Nigeria, la position de la RCA, si la RCA avait cette puissance du Nigeria aujourd'hui, je pense que l'Afrique serait très loin. Ceci dit, l'engagement pris par ces groupes armés pour pouvoir démolir leur mouvement suite aux efforts déployés par le président de la République centrafricaine, le professeur Faustin Archange Touadéra, depuis son élection en 2016 jusqu'à aujourd'hui, est une chose qu'il faut féliciter. Mais ce n'est que le début de la libération. Ce n'est pas l'achèvement de la libération. Il faut rappeler que la prise en otage de la République centrafricaine comme de l'Afrique en général a commencé, comme je l'avais dit lors du début de l'émission, il y a plusieurs siècles. Tout ce qui se passe là, ce n'est que la suite de ce que les Occidentaux et les Arabes avaient commencé il y a très longtemps. Ça n'a jamais été parce que nous ne sommes jamais libérés. Ce n'est qu'une suite. Les choses se sont transformées, ils ont muté à chaque fois. Ils ont commencé par, ils sont venus gentiment, ils avaient vu nos ancêtres qui étaient des gens civilisés et qui les ont reçus. Et ils étaient venus, parce que chez eux, c'était des voleurs qui venaient. Hein, dans la culture, dans l'histoire européenne, on dit, ce qu'on vole, on tue à l'extérieur de la cité, n'est pas condamné. C'est lorsqu'ils volent, ils l'amènent chez eux, c'est là où ils vont avoir le contrôle dessus pour partager le butin. Donc ils sortaient, ils venaient pour détruire. Et ça on a commencé par l'esclavage moderne qu'on appelle la colonisation. Ils étaient obligés de pouvoir dire qu'on va les libérer, enfin on va donner l'indépendance, etc. Et ils sont là toujours, Et en 2012, la France a accéléré. On avait vu que c'était ceux qui dirigeaient les groupes rebelles en Centrafrique, ils étaient en France. Ils étaient sous l'ordre c'était même pas eux qui parlaient. C'était les Français qui leur donnaient l'ordre de pouvoir diriger la Séléka en particulier. Ils ont amené la Séléka. Ils ont vu que à la Séléka, ils ont créé les anti-Balaka. Nous avons tous vu. Combien de fois les Séléka et les anti-Balaka se sont opposés entre eux, vous avez vu? Non. Chacun détruisait une partie de la population, s'occupait de tuer ceux qui s'appelaient. Tout ça, ils étaient manipulés, c'était pas de leur faute. Mais jamais c'est très rare qu'on a entendu qu'ils avaient attaqué un Français blanc. Est-ce qu'ils avaient détruit Orange qui est en Centrafrique? Non. C'est exactement ce que le terroriste français a dit, qu'on nous a révélé, on dit, allez attaquer Malabo, détruisez la banque là-bas, mais ne touchez pas aux sociétés françaises. Ils ont fait la même chose. C'est les mêmes tactiques, c'est les mêmes choses qui n'ont jamais changé. Touadéra est venu de 2016 il a fallu jusqu'à 2017, c'est ça, hein? Il était dans le combat de libération. Il a passé tout son premier mandat pour ramener la paix. Et je m'en vais vous lire certaine phrase de Touadéra très importante. Il disait ceci: lorsque vous avez la responsabilité d'être en guerre en comptant sur le soutien des amis, la sagesse doit vous amener à prendre le chemin du dialogue. Une nation forte est celle qui dispose. Notre objectif est de faire respecter la souveraineté de notre pays. Faites-moi confiance. À cette époque-là, Touadéra n'avait pas les moyens militaires, mais il cherchait la paix. Aujourd'hui, Touadéra a les moyens militaires, mais il cherche toujours la paix. Vous savez pourquoi? Parce que Touadéra s'est rendu compte que ce qu'on appelle les groupes armés en Centrafrique sont des gens qui ont été manipulés. Parce que s'ils avaient leur tête normale là, ils n'allaient pas faire ça. À quoi sert d'aller détruire des Noirs comme lui? Aujourd'hui, Touadéra et l'armée centrafricaine est équipée. L'armée centrafricaine a fait la démonstration. Elle a même des avions de chasse qui sont pilotés par les Centrafricains.
Touadéra peut donner l'ordre comme ça aujourd'hui pour dire attaquez, mettez le feu. Mais qui on va tuer? On va tuer des Noirs comme nous. Est-ce que ça vaut la peine? C'est là que se pose la question toujours de dire, nous avons identifié que le problème, c'est qu'on nous tient par la tête. Alors, essayons de réparer le problème. Réparer la source du problème. La source du problème, ce n'est pas seulement le sous-développement, c'est la conséquence du fait qu'on nous a tenus, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, on nous contrôle mentalement. Qui fait que ceux qui dirigent les pays ne pensent pas à pouvoir développer les pays qui dirigent. Commençons par là, pour développer d'abord, pouvoir nous sortir de cette dépendance mentale. Donc, ceux-là qui viennent de déposer les larmes, ils disent qu'ils vont dissoudre, ça ne suffit pas, ce n'est qu'un début, comme je le disais. C'est le début. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est de pouvoir les désaliéner, je reviens encore sur ce mot-là. Travailler sur eux, faire venir des psychologues panafricains, pas ceux qui sont formés par l'Occident. Hein? Et non seulement sur eux, mais sur le reste de la population. Aussi, eh bien, c'est un bon départ parce que, et nous invitons le reste à suivre le même chemin. Parce qu'il faut aussi qu'ils sachent que le pays là, ça ne va plus jamais revenir entre les mains des Occidentaux. Quel que soit ce qu'ils font là, les Africains ont décidé, c'est pas seulement les Centrafricains, c'est tous les Africains qui ont décidé. Centrafrique ne reviendra plus jamais entre les mains des Occidentaux. Merci. Merci à vous, Talo. Suleiman Hamzat, 6 février 2019, l'objectif, bien entendu, des APPR-RCA prévoyait la dissolution des groupes armés jusqu'au mardi 6 décembre 2022, quelques 3 ans. Des tractations, forcément, ont pu avoir lieu et ont certainement eu lieu, Suleiman Hamzat, pour que les groupes armés viennent à déposer des armes, des garanties forcément, parce que l'on ne pouvait certainement pas y arriver à ce niveau qu'ils reprennent justement la partie de la République dans leur cœur pour devenir des citoyens lambda, afin maintenant de pouvoir être aussi des acteurs qui contribuent au développement de la Centrafrique. Je pense quand même que il y a beaucoup de choses qui sont faites et 3 ans, ce n'est pas 3 jours. Beaucoup de choses sont faites pour qu'on parvienne à y arriver. Vous êtes un consultant, un spécialiste dans ces questions de terrorisme et puis de sécurité des protections. Écoutez, quand j'ai eu l'information que ces 4 groupes politico-militaires déposaient les armes, j'ai d'abord fait recours à l'accord qui a conduit, l'accord cadre, qui a conduit, n'est-ce pas, à cet état de fait. J'ai parcouru cet accord-là qui est de 16 pages, n'est-ce pas, dans lequel d'ailleurs les grandes lignes de l'accord politique pour la paix et la réconciliation en Centrafrique relèvent un certain nombre de points. La cessation d'abord des hostilités, n'est-ce pas, un arrangement sécuritaire, une justice et une réconciliation, une gouvernance inclusive, là c'est très important, et le développement et le relèvement de la nation. Je pense que ce sont des points importants qui ont d'ailleurs été développés dans ce rapport-là. Mais en dehors de cette vision-là, établie dans le cadre de cet accord, il faut aller saluer, n'est-ce pas, la dynamique qui a conduit, n'est-ce pas, à la faisabilité et à la tenue de cet accord. Par conséquent, saluer n'est-ce pas, la méthode maestriale par laquelle le mathématicien de Bangui, comme nous plaisons à l'appeler, n'est-ce pas, a pu trouver les solutions, les accords, les voies et moyens pour inviter ces frères centrafricains, tandis un temps jadis rebelles, aujourd'hui devenus des citoyens, n'est-ce pas, de bonne facture, à déposer les armes. Mais il est d'une autre de déposer les armes. Il est d'une autre aussi de souhaiter une réconciliation. Mais c'est dans l'application certainement de ces accords, et nous n'en doutons pas du tout, n'est-ce pas, de la possibilité du gouvernement centrafricain à mettre ces accords-là en exergue. Nous souhaiterons que le président
Touadéra, n'est-ce pas, national et social, et permettre, n'est-ce pas, une réintégration pour ceux qui sont aptes et en disponibilité opérationnelle à rejoindre les FACA, etc., etc. Donc, vous voyez, il y a toute une panoplie de propositions qui ont été faites pour permettre des conséquences avec tous les groupes autres armés, tous les groupes armés qui ne sont pas participants à cet accord-là, qui sont toujours réfractaires, continuer le dialogue, qui d'ailleurs a des négociations. Il fallait aller vers cette table de négociation-là pour ramener les autres, même si cela doit se faire avec le concours de ceux qui sont en train de déposer les armes en ce moment, et surtout dans le cadre de la sécurité et n'est-ce pas, de la reconquête du territoire, prendre en possession immédiate, sans condition et dans les meilleurs délais, les zones qui sont acquises à ces 4 groupes rebelles-là et implanter l'autorité de l'État très rapidement. Et trouver les moyens, n'est-ce pas, financiers pour relancer la vie, n'est-ce pas, communautaire et faire en sorte que le Centrafrique puisse recouvrer davantage, n'est-ce pas, l'intégrité de son territoire. C'est un accord à saluer. Il est très important. C'est une victoire parmi tant d'autres. Et nous félicitons, n'est-ce pas, le gouvernement centrafricain, tous les acteurs qui y ont contribué, et en particulier le mathématicien de Bangui, son Excellence, M. Faustin Archange Touadéra. Merci à vous, Suleiman Namzat. Talo, on nous fait savoir notamment que parmi ces groupes armés, ils sont bien sûr bien identifiés, le temps pour moi de pouvoir les sortir. Il s'agit notamment du Rassemblement patriotique pour le renouveau de la Centrafrique, RPRC, de Gautran Ndiono-Aba, du mouvement des libérateurs centrafricains pour la justice, MLCJ, de Tomodéa, de l'Union des forces républicaines fondamentales, l'UFR, RF de Askin Zengue, et puis l'Union des forces républicaines, des groupes politico-militaires, comme l'a souligné Suleiman Namzat, qui ont certainement pris les armes parce que n'étant pas, entre guillemets, soit manipulés, soit d'accord d'une certaine politique avec ce qu'a essuyé la République centrafricaine, mais qui ont une idéologie politique. Juste à entendre notamment le nom de ces formations, mais qu'est-ce qui pourrait certainement nous rassurer, mon cher Talo, que ces groupes politico-militaires vont apprécier notamment cette nouvelle vie qu'ils ont acceptée de manière officielle, quand on sait qu'il y a parmi notamment les belligérants, ceux qui sont sous le feu de l'action, notamment ces soldats-là qui prennent soin des armes et pillent partout et tuent, et ceux qui sont les donneurs d'ordre, les preneurs de décision, et parfois entre ces deux groupes-là, l'on n'arrive pas toujours souvent à s'entendre quand certains ont un certain profit à bénéficier, par exemple, dans leurs différentes activités. Gens, pour moi, qu'ils ont été manipulés premièrement. Il n'y a pas de ça, je ne discute pas dessus. C'est des gens qui ont été victimes de manipulation. Cette manipulation, ça n'a pas commencé au moment où on leur a donné les armes. On leur a dit allez vous battre. Non, c'est une manipulation que nous avons été victimes depuis notre enfance, depuis le ventre de nos mamans. Nous, tous les Africains, tous les Noirs, nous avons été victimes de cette manipulation. Ces gens, après, on est venu auprès d'eux, on les a, cette manipulation a créé ce qu'on a, c'est-à-dire le sous-développement, la pauvreté, etc. Et donc, ça a facilité leur recrutement. Donc, le sous-développement a facilité leur recrutement. Et donc, ils sont rentrés dans des choses, ils ont commis du crime. Donc, ils vivent du crime parce qu'on leur donne des armes, on dit d'aller attaquer par-ci et puis d'aller contrôler, chanter des diamants. Ces diamants-là sont des avions atterrissent en RCA par la France et les Occidentaux qui prennent ces diamants, les ressources de la RCA, puis ceux qui a le désordre, ils prennent, ils sont braves parce que c'est ça qu'ils ont besoin. C'est une chose, une bonne chose, une excellente chose que le président et tous ceux qui l'entourent, tous ceux qui ont participé, qui ont recherché vraiment du fond de leur cœur cette paix-là, et qui ont obtenu cette paix, qui ont arrivé à pouvoir convaincre et aussi nos frères-là qui se sont convaincus eux-mêmes qu'ils n'étaient pas sur le bon chemin et il faut dissoudre et puis revenir et défendre leurs intérêts, c'est-à-dire intérêts de l'Afrique,
c'est une bonne chose. Mais il faut consolider ces choses-là. Et la consolidation, ça se fait que par pas. Comme vous le savez, quand des populations sont prises en otage, comme je l'ai pris le cas des Occidentaux tout à l'heure, prises en otage, elles sont en paix. Après, il faut les séparer de ceux qui les ont pris en otage. Ce n'est pas parce que ceux qui les ont pris en otage, les terroristes ont dit que nous, les terroristes, nous avons abandonné ce que nous faisons comme terrorisme, qu'on va dire, ok, bon, maintenant on va laisser ceux qui ont été les preneurs d'otages et je ne sais pas si on dit otagés, on va les laisser vivre ensemble. Qui a pris en otage? Parce que ce n'est pas seulement cette population, partie de la population, même ceux qui font la guerre contre la population centrafricaine, c'est-à-dire ces rebelles-là, ils sont des otages des Français. C'est des otages. Donc, il faut mettre tous les moyens en œuvre de façon à couper toutes les communications entre eux et tous ceux qui peuvent venir de l'Occident pour continuer de les manipuler. Ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Les isoler de la France. Mais il faut maintenant identifier quels sont les moyens que la France utilise et les Occidentaux utilisent pour être en contact avec notre population africaine désœuvrée. On peut citer les ONG occidentaux, les médias occidentaux, RFI, France 24, et maintenant, dans la partie de l'Afrique où on parle français, même les Américains qui parlent anglais, ils ont des radios, la Voix d'Amérique. Les Allemands ont des radios aussi, Deutsche Welle qui parle aussi en français. Donc, il faut isoler, neutraliser, isoler toutes les sources d'informations qui servent d'instrumentalisation, de manipulation de ces gens pour pouvoir revenir encore. Ou alors pour leur dire que vous êtes toujours en position de force, vous pouvez revenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme l'a fait le Mali. Ils ont suspendu RFI. Moi, je dis qu'ils doivent passer à la suppression de RFI. Et la RCA doit prendre les mêmes dispositions. Les ONG qui sont auprès de la population, qui vont là-bas en disant qu'ils vont pour sauver la population, on le sait. Hein, comme l'a dit, il n'y a pas longtemps, un des chefs de rebelles en disant que ce sont les avions humanitaires qui nous livraient les vivres pour vivre aussi les armes, les avions humanitaires. Quand on entend ça et que maintenant on est en position de force, on fait quoi? On dit, si toi, humanitaire, tu veux m'aider, eh bien c'est simple. Je suis un État. Tu viens, tu restes à la porte de cet État-là, tu me donnes les aides là que tu veux, et c'est à moi d'aller donner à ma population. Il n'est plus question de dire que on demande aux médecins sans frontières, même s'ils ont des médecins. Nous avons des médecins en Afrique qui viennent avec les médicaments, qui viennent avec les appareils. On a des médecins beaucoup au Cameroun, on a beaucoup au Nigeria. On pense à ces médecins noirs là, si on n'a pas assez en Centrafrique, on associe avec le peu qu'on a en Centrafrique et les infirmiers, et on va assister notre population. La Syrie l'avait fait. La Syrie a imposé aux Occidentaux que votre aide, vous venez, vous nous donnez entre notre main, nous les Syriens, et c'est à nous d'aller donner à notre population. Parce que la Syrie a vu loin. Les Occidentaux voulaient s'approcher de la population pour pouvoir faire passer les armes et aussi les manipuler mentalement pour qu'ils continuent la destruction de la Syrie. Donc, on isole les sources. On coupe les liens avec la France. On travaille aussi de proche collaboration avec les États où les terroristes viennent, tels que le Tchad. Bien évidemment, on a une base de l'armée française qui est là-bas, mais il va falloir accélérer le dialogue avec le président là-bas en lui disant que, écoute, nous ne ferons pas de guerre, c'est pas toi, on sait que c'est pas toi qui fais ça, mais la présence de l'armée là-bas. On doit mettre une politique commune de l'Afrique centrale ou de l'Afrique en général pour que la base qui est là-bas la dégage, comme la base qui a dégagé du Mali. La base de l'armée française qui a dégagé du Mali, et on doit le faire aussi. On n'en a plus en Centrafrique. Le Tchad doit faire partie de cette base-là. Cette base-là, c'est une source de déstabilisation de l'Afrique centrale en particulier, mais de l'Afrique en général. Elle doit partir, quelles que soient les conditions. Il faut aussi travailler avec le Soudan du Sud, les deux Soudans. Il faut travailler avec le Congo parce que il y a quelques années, nous avons entendu que l'armée française, c'est l'armée française qui va former les officiers de Kinshasa. Comme le président n'avait pas pris conscience que nous faire former ses enfants par son ennemi, mais c'est de lui donner des alliés. Hein?
Il va falloir que l'Afrique aussi apprenne à former ses militaires par eux ou des gens qui ont la même idéologie que eux et non de pouvoir donner ces... Donc ce sont ces séries de mesures-là. Hein. En plus de ce que j'avais dit qu'il faut aussi mettre à côté de ces gens-là qui viennent de se libérer, parce qu'ils se sont libérés, hein, pas seulement qu'ils ont arrêté de faire la guerre, ils se sont libérés du jour de la France. Il va falloir mettre en place aux côtés d'eux des psychologues, et ça c'est un méchant de président centrafricain, panafricain, pas n'importe quel psychologue hein, qui a été à la Sorbonne, même qui a étudié à l'université de Bangui, mais qui n'est pas désaliéné, on ne va pas le mettre à côté. Des psychologues panafricains pour pouvoir travailler aux côtés de ces gens-là. Oui, on veut mettre en place, on veut bien de la cohésion, on veut un gouvernement inclusif, mais on ne veut pas prendre quelqu'un qu'on n'est pas sûr qu'il n'est pas mentalement indépendant et mettre dans le gouvernement. Il sera toujours manipulé. Merci à vous, Talo. On ne va pas aller loin de cette question, Souleymane Hamzat, dont on a suivi certainement ce que le président centrafricain, le professeur Faustin-Archange Touadéra, a eu à mentionner à l'endroit notamment de ces leaders de ces groupes armés en disant l'acte courageux que vient de prendre ce 6 décembre notamment ces hommes à rejoindre la République, c'est quelque chose de fort à saluer. Souleymane Hamzat, le Tchad a plusieurs fois tenté, comparaison n'est pas raison, de pouvoir faire appel à des politico-militaires pour résoudre la question de guerre intestine à l'intérieur. On n'y est pas parvenu. Quand le président Faustin-Archange Touadéra le souligne, est-ce qu'il y aurait des représailles à craindre pour ces nouveaux repentis-là vis-à-vis de ceux qui sont peut-être restés radicaux et dont la main reste tendue à la République centrafricaine pour la paix et la stabilité? Ben, je trouve que déjà dans le cadre des deux exemples que vous venez de donner, les mentalités ne sont pas les mêmes, les contextes ne sont pas du tout les mêmes, et encore moins la manière dont chaque État fait recours, n'est-ce pas, à des accords de paix. Je pense que dans le cadre du règlement des conflits, il faille, n'est-ce pas, écouter toutes les parties, tirer les conséquences, voir quels sont les points, n'est-ce pas, objectifs de divergence et de convergence, et ensuite s'en tenir aux fondamentaux qui visent à faire recouvrir la paix. Ça, c'est en ce qui concerne la partie politique. Mais du côté militaire, je pense que les autorités de Bangui ont certainement eu à discuter, ils ont eu à discuter de ces accords-là, n'est-ce pas, à travers ce que je vous ai nommément cité ici, et qui consiste, n'est-ce pas, aux différents engagements pris par les groupes, ces groupes, n'est-ce pas, armés, contrairement à ceux du Tchad, n'est-ce pas, qui d'ailleurs ne se réclament pas et ne se retrouvent pas dans la mort du maréchal, je vous l'ai souvent dit, je les ai rencontrés. Et ils m'ont dit, voyez, pour vous dire combien de fois les contextes ne sont pas les mêmes. Le Tchad était en proie à ce qu'on nous pouvons appeler une attaque, une rébellion, durant laquelle malheureusement le maréchal a été assassiné. C'est un fait, ce n'est pas le cas de la République de Centrafrique. Et partant après la mort du maréchal, on s'est très rapidement rendu compte que ce groupe armé-là était multiple et multiforme. Il y en avait dans tous les 4 coins du Tchad. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas avec la Centrafrique, pardon. Nous savons qu'il y a un acteur majeur de cette crise, c'est le président Bozizé, n'est-ce pas, qui, avec l'appui de la France, avait pris le pouvoir en son temps. Et il ne faut pas oublier, avant qu'il n'achève son deuxième mandat, ben voilà, il n'a pas voulu donner droit de citer à un certain nombre n'est-ce pas, de propositions venant de cette partie-là. Il a été très rapidement levé contre lui, encore avec le même accord du Tchad, n'est-ce pas, une rébellion nommée la CDK. Mais vous savez, la France a une politique. La France d'ailleurs qui ne change pas sa manière de s'asseoir ou de penser, a une politique, n'est-ce pas, deux poids, deux mesures. Dans le cadre des élections, par exemple, allons observer que souvent ils donnent de l'argent en termes de soutien
aussi bien à la mouvance qu'à l'opposition, ils sont perdants nulle part. Ils veulent gagner à tous les fronts. Donc, partant, cela se reproduit aussi dans la rébellion. Quand ils sont avec un pouvoir en place, je veux nommer par exemple celui du Tchad, n'est-ce pas, où ils ne se sont pas cachés du tout, le soutien a été en Mondovision, mais en même temps, ils créent une rébellion derrière, il ne faut pas oublier le FAT, qui est entièrement, n'est-ce pas, sous le pouvoir de la France. Le FAT, son leader, il vit bien en France, il est à Montpellier. Donc c'est connu. Pourquoi il ne se fait pas arrêter depuis? C'est parce que les mêmes acteurs qui financent l'opposition financent la mouvance. Et cela se traduit dans les accords de paix. Quitte à ce qu'une faction soit radicale et prenne sur elle, n'est-ce pas, la décision de remettre en cause son passé. Et c'est ce qui s'est passé du côté n'est-ce pas, de la République de Centrafrique dans les accords dont nous faisons, dont le débat fait l'objet actuellement. Ils ont rompu totalement et ils sont partis dans des engagements. Regardez, je vous dis quelques-unes par exemple, des engagements également de s'abstenir de toute opération ou attaque militaire ainsi que toute tentative d'occuper de nouvelles positions sur le terrain. Vous allez un peu plus loin, de s'abstenir du recrutement de nouveaux éléments ainsi que l'acquisition de nouveaux équipements militaires. Descendons un peu plus bas. Vous verrez que de s'abstenir de tout acte perturbant ou empêchant l'acheminement de l'assistance humanitaire ou de l'aide au développement. Bon, l'aide au développement, nous, on ne veut pas entendre parler. Allons encore plus loin, de s'abstenir de tout acte obstruant le redéploiement des fonctionnaires et des responsables publics, des forces de défense et de sécurité, ainsi que la fourniture des services sociaux de base. Je vous parlais de la restauration de l'autorité de l'État dans les zones conquises précédemment par ces groupes rebelles qui aujourd'hui déposent des armes. Il faille nécessairement, et dans une urgence à nul autre pareil, donner la possibilité, n'est-ce pas, à l'État centrafricain, à l'autorité centrafricaine de s'implanter très rapidement dans ces zones-là, comme ce fut le cas au Mali. Vous voyez, à chaque fois qu'une base militaire était levée, n'est-ce pas, en ce qui concerne les forces Barkhane et autres, d'ailleurs, qui, au passage, détruisaient les infrastructures avant de quitter les lieux, automatiquement, le lendemain, ben écoutez, la Russie était à côté du Mali pour établir l'électricité, l'eau et beaucoup de choses. Il faut qu'il y ait une renaissance de la patrie à travers des actes conséquents qui visent à employer, n'est-ce pas, aux habitants de ces localités, ne serait-ce que les 5 besoins fondamentaux, à savoir se nourrir, se loger, se vêtir, s'instruire et se soigner. Il faut qu'il y ait des hôpitaux, des dispensaires, il faut qu'il y ait l'autorité de l'État, un commissariat, il faut qu'il y ait des juges, il faut que l'État règne de nouveau dans ces zones-là. Et partant, comme l'accord le dit, faire en sorte d'éviter que ces groupes-là ne reversent, n'est-ce pas, dans ces manières, n'est-ce pas, fantomatiques et destructives, de par leurs actes, en leur proposant maintenant, vraiment du point de vue qualitatif, une citoyenneté tout entière. C'est-à-dire qu'il faudra prendre en compte un certain nombre de revendications. Pour ceux qui tiennent à intégrer le FACA, par exemple, trouver les voies et moyens par lesquels les intégrer. Et comme il a dit mon frère Talot, d'autre part, pensez quand même il faut réveiller un peu le mental, hein, travailler un peu sur la psychologie de ces citoyens qui entre-temps ont été égarés, parce que n'oubliez pas, dans une troupe se trouvent toujours des brebis galeuses, de peur que, partant de ce que je peux appeler, n'est-ce pas, cette attaque-là, les différentes attaques qui sont étatiques, éviter de verser dans un autre phénomène qu'on peut appeler le phénomène d'insécurité, de braquage. Si ces gens-là ne sont pas occupés, s'ils ne sont pas intéressés à autre chose, mise en condition minimale, n'est-ce pas, de vie normale, ben écoutez, souffrez que certains parmi eux, qui ont certainement caché, je ne sais pas, un pistolet automatique, une arme quelque part, puissent reprendre les chemins, n'est-ce pas, de ce que je peux appeler les chemins de l'insécurité.
Donc, à défaut de verser dans des attaques au niveau étatique, verser dans des petits braquages de droite à gauche et ne pas permettre aux populations, n'est-ce pas, de vaquer en toute quiétude à leurs préoccupations. L'accord en lui-même, je l'ai lu, je ne l'ai pas couru, je vous ai même lu certains tenants. Franchement, c'est un bel accord. C'est une victoire à saluer du côté de la Centrafrique. Je vous l'ai souvent dit, le professeur Arcade Touadéra, en temps que j'estime beaucoup d'ailleurs, je ne lui donnais pas un blanc-seing en ce qui concerne des décisions énergiques, n'est-ce pas? Je me suis trompé, je le redis ici à mon vision. Nous avons en face un monsieur qui est un grand calculateur politique, qui sait quand agir, comment agir et dans des conditions qui lui sont propres. Félicitons au passage, n'est-ce pas, l'armée à travers son ministre, les différents chefs d'état-major, chef d'état-major général et surtout le patron du renseignement centrafricain qui, n'est-ce pas, comme je vous l'ai dit, le renseignement est la clé du chef, apporte davantage des informations fiables à la preneur, n'est-ce pas, des décisions par le président centrafricain. S'il lui donne de fausses informations, il prendra certainement de mauvaises décisions. Nous constatons sur le fait que les décisions sont bonnes parce que le renseignement aussi est bon. Bravo à tous ces gens-là, en espérant que surtout la garde ne soit pas baissée. Continuez à dialoguer avec tous ceux qui sont encore réfractaires, contrairement à ce qui se passe au niveau du Tchad, où d'ailleurs on vient encore d'endeuiller ce peuple-là avec la mort, la tuerie de plus d'une cinquantaine de personnes. Vous avez constaté au même titre que nous. Ce n'est pas le cas de la République de Centrafrique. Les conditions sont différentes, les problèmes sont différents et il faille toujours, dans le cadre du développement, aller vers la paix, la sérénité et la quiétude. Les peuples africains aujourd'hui n'ont plus besoin de guerre, ils ont plus besoin de paix, de travail, d'avoir des hôpitaux, des écoles, n'est-ce pas, qui répondent, n'est-ce pas, aux réalités socio-culturelles, économiques et politiques de nos États. Talo, il nous reste, on va dire, un moment justement de 6 minutes pour sortir de cette émission. Si bien sûr mes calculs sont exacts, en quelques 2 minutes, est-ce que vous pourrez peut-être nous dire comment est-ce que l'on pourrait exploiter notamment ces repentis, dans le sens notamment à pouvoir contribuer pour l'aspect sécuritaire, à devenir notamment des Centrafricains clairs dans l'âme qui vont mobiliser les forces afin que le pays atteigne réellement sa stabilité. Quelques éléments peut-être que vous auriez sur la main qui pourraient être des points essentiels. Suleiman a dit l'essentiel. Il a dit des choses vraiment que je le félicite vraiment. Il a dit, premièrement, il faut que l'État centrafricain puisse déployer rapidement les forces de sécurité, les FACA, pour occuper les zones libérées. Et ça, c'est fondamental. Il faut rapidement, il ne faut pas attendre en disant, bon, mais on se fait confiance. Il y a la confiance, mais il faut que les FACA se déploient rapidement, occuper ces zones. Ensuite, il a dit ceci. Il a dit qu'il faut aussi que on s'occupe de ceux-là qui ont déposé les armes ou qui ont accepté de déposer les armes. Parce qu'il y en a qui peuvent s'égarer, ils vont peut-être pas donner tous les armes qu'ils ont. Et s'ils n'ont pas les moyens, eh bien, ils vont se livrer à des activités de braquage. Nous avons déjà les cas à l'intérieur, quelques cas à l'intérieur de Bangui ou de certaines villes. Et ça aussi, c'est des points à prendre en considération le plus rapidement possible. Mais pour arriver à ça, comme je le dis, et moi je le dis, je le répète, je le dis, oui, il faut ce déploiement. Il faut s'occuper de ces gens, c'est-à-dire voir en quelle mesure les intégrer, puisque leur métier pour l'instant c'est les armes, soit comment faire pour les intégrer, ce qu'on peut les intégrer dans l'armée centrafricaine, comment mettre les moyens pour le faire, ou alors les orienter d'autres fonctions, donc les former, leur donner du travail. Je dis que c'est pas seulement eux qui souffrent, il y a la souffrance partout. Mais vu le contexte, vu l'urgence, vu ce qu'ils ont été jusqu'à présent, leur cas doit être un cas qu'on doit privilégier. Ça doit être une urgence des urgences.
pour ne pas qu'ils soient réutilisés par les autres, parce que ces gens se vivent du brigandisme, hein, entraînés, ils ont été entraînés par la France pour tuer les leurs. Et comme ils ont accepté, il faut leur donner un autre moyen rapidement pour ne pas qu'ils reviennent. Et peut-être, j'imagine qu'il ne faut pas seulement les faire donner ces moyens-là dans les endroits où ils vivent. Par exemple, si ceux qui sont dans la région de Berbérati, ben on va essayer de les développer seulement dans la région de Berbérati. C'est-à-dire ceux qui ont pris les armes là, nos jeunes frères et sœurs, il faut les éparpiller sur le territoire. Prendre ceux de Bombari, aller les former par exemple à Bangui ou à Boussangwa, et puis leur donner des activités là-bas, de façon à ce qu'ils ne soient pas ancrés, qu'ils perdent un peu les repères dans lesquels on les a déjà installés. Aussi, c'est bien pour leur sécurité. Parce qu'il faut savoir qu'ils ont commis des crimes, certains ont été vus par la population et qu'un jour, la population peut se venger ou se revenger sur eux. Mais en plus de ça, la question fondamentale que je dis, c'est la question de pouvoir travailler sur leur mental. Parce que c'est ça qu'en Afrique, partout, nous n'y pensons pas. Je ne dis même pas que nous négligeons. Mais c'est que les gens ne pensent pas que l'être humain, le centre de décision, c'est là. Et donc, il faut voir qu'est-ce qui a fait qu'il a décidé pour aller faire cette chose-là. Et ça, ce n'est que par la parole, pas des spécialistes de ça. Ce n'est pas un travail, là, on les prend un jour, on leur donne des conseils. Non, 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 ce n'est pas ça. Ce n'est pas un jour qui suffit. Du travail qui doit s'étaler sur des mois. Je ne suis pas un spécialiste. Un spécialiste peut vous dire. Les Occidentaux ont dit ceci. Quand ils nous tenaient en esclavage, c'est-à-dire l'esclavage pas moderne aujourd'hui qu'ils ont changé, ils ont dit qu'il fallait 2 ans pour pouvoir détruire un Africain, un Noir qu'ils prenaient en esclave. Il prenait l'Africain, il arrivait dans le champ, il commençait, même pas seulement... Allô, chutez, il ne reste plus assez de temps, chutez s'il vous plaît. Je vais chuter en disant ceci. Il faut travailler sur le mental. Même je vais lancer un appel pour les médias panafricains et Forum Média. J'ai commencé Forum Média, ce n'est pas ça, c'est un appel volontaire que je le fais depuis quelques jours. J'appelle tous les chefs d'État africains, tous ceux qui ont l'argent, les Africains qui ont l'argent, à financer Forum Média, Médias panafricains et les autres médias, à financer les activistes et les panélistes. Je ne demande pas pour moi, je dis comme je ne suis pas riche, hein, mais je dis il y en a beaucoup qui sont dans le besoin plus que moi. Il faut financer ces gens-là parce que c'est par l'information qu'on nous domine. Il faut donner les moyens financiers, matériels à ceux qui ont pris le courage de créer des médias. Forum Média, son directeur, tous les staffs, les journalistes, pour qu'on améliore, qu'ils travaillent dans les bonnes conditions et que Forum Média se déploie, qu'ils aient des radios, surtout qui parlent aux Africains dans les langues africaines. Qui contrôle l'information, contrôle le monde. Le combat pour la libération et contre l'antisémitisme a commencé. Merci. Merci à vous, Talo. Seulement, je sais que vous pourrez le faire en 1 minute. L'impact, notamment, va certainement changer avec les populations qui vont reprendre goût à la vie quand ils ont vu que 4 groupes armés ont déposé les armes et cela va se ressentir certainement dans la vie en RCA. Écoutez, je n'ai aucun doute par rapport à la mise en application de ces accords. Celui qui est à la tête de la République de Centrafrique est un homme d'objectifs, n'est-ce pas? Il fixe ses objectifs, il les atteint, quel que soit le temps. Et nous l'encourageons, n'est-ce pas, dans ce cadre-là. Et je voudrais aussi profiter de la fin de cette émission pour aller dans le même sens que mon co-débatteur. En tout cas, ceux qui aujourd'hui, pour les 4 pays que nous connaissons, la Guinée, le Burkina Faso, le Mali et la République de Centrafrique, qui ont les moyens, n'est-ce pas, de venir en appui. Moi, j'appelle ça comme ça, en appui à des chaînes de télévision panafricaines, en l'occurrence celle sur laquelle nous opinons aujourd'hui, For You Media, mais qu'ils le fassent sans aucun état d'âme. Et dans le cadre, n'est-ce pas, du développement de l'information vraie, n'est-ce pas, qui soit accordé à ces médias-là, des lopins de terre qui leur soient attribués de manière légale, n'est-ce pas, dans ces différents pays-là, pour créer ne serait-ce que, n'est-ce pas, le démembrement de cette grande chaîne qui nous permet d'apporter notre point de vue. De deux, il faille aussi demander aux populations africaines
de participer davantage et de manière massive, n'est-ce pas, à la tenue de toutes les thématiques que vous, n'est-ce pas, posez avec l'appui de beaucoup de débatteurs, bien sûr avec la bénédiction de la direction, et faire en sorte que désormais, contrairement à ce qui se fait de la France, qui sont en train de prendre le pas sur nous, vous voyez que France, si je peux l'exprimer, RFI et France 24 désormais sont en Pula, ils sont en Swahili, ils sont en Hausa, donc ils ne commencent pas nous contrecarrer dans notre manière médiatique, n'est-ce pas, d'apporter l'information. Il faut aussi diversifier dans les langues, n'est-ce pas, ce genre de thématiques qui permettent, n'est-ce pas, à nos frères, nos parents qui sont dans les contrées les plus éloignées de nos différents pays, d'être au parfum de la vraie information. Sur ce, je vous remercie, cher frère Florent Waha, pour toutes les invitations, toutes les sollicitations que vous adressez à mon compte, qui d'ailleurs sont acceptées avec témérité et joie. Je remercie mon co-débatteur Talo Talo, partant le président directeur général de For You Media, les éminents journalistes que vous êtes, la technique sans laquelle nous n'existons pas, n'est-ce pas, tous les membres de la technique, et enfin la galaxie patriotique panafricaine. Sachez que c'est avec des télévisions de votre acabit, n'est-ce pas, de votre acabit, que l'Afrique sortira des ténèbres. Que vive For You Media et que vive l'Afrique. Merci à vous, Suleiman Hamzat. Bon week-end à vous. Talo Talo, je vous dis également merci d'avoir pris de la peine d'être à notre compagnie ce samedi matin. Je vous souhaite une bonne journée du côté de votre résidence en Suisse. Merci. Merci également donc à vous, madame, monsieur, vous qui avez pris de votre temps pour nous suivre, soit sur For You Télévision Africa ou sur For You Radio Africa, bref, sur For You Media Africa, sur l'ensemble de son réseau, et vous qui avez réagi et en commentaire donc sur notre page Facebook. Merci de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver en début de semaine, cette fois-ci sur les antennes de For You Radio Africa, mais à travers également d'autres nos applications. Nous parlons d'autres thématiques en télévision. Le cas est réservé pour le samedi. Merci à la technique assurée par Abolo Patrick ce matin. Bon week-end à vous. Le monde bouge, l'Afrique aussi. Figurez-vous que nous aussi, et beaucoup de choses au peuple burkinabé qui aujourd'hui est en train de mener une marche pour soutenir la transition burkinabé, la coopération avec le Mali, la coopération avec la Guinée-Conakry tout aussi. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde.